va parler de François Bayrou. Il était face aux grandes gueules de RMC. On va écouter l'intégralité. Alors, justement, on va poser la question aux intéressés et à l'intéressé, puisque nous sommes ici en direct de Pau avec l'ancien policier du RAID, Bruno Pomar, Florent Guébali, entrepreneur de la transition écologique, et Jérôme Marty, le médecin généraliste de Fronton, et nous sommes ici en direct de Pau, mais en ligne avec l'hôtel de Matignon. Nous sommes avec Monsieur le Premier ministre François Bayrou et maire de Pau. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Oui, ici c'est maire de Pau. C'est le maire de Pau à Matignon. Vous savez, le Premier ministre, vous savez, c'est fugace. Hein. On n'est pas, comme vous le savez, on n'est pas assuré de la durée. Tandis que la mairie de Pau, c'est un enracinement profond et une histoire d'amour pour ainsi dire. Les grandes gueules sont ravis de découvrir aujourd'hui Pau, là, pour notre troisième étape du Tour de France des 20 ans des grandes gueules. Mais justement, c'était important pour vous de rester maire tout en étant Premier ministre. On vous l'a reproché, mais pourquoi? Parce qu'il faut cet enracinement, parce que maire de Pau, c'est ce qui reste? Parce que je trouve que la France a beaucoup souffert de la rupture entre la base, la vie de ceux qui travaillent, de ceux qui cherchent de l'emploi, de ceux qui sont à la retraite, de ceux qui entreprennent, de ceux qui sont à la tête des associations. Ça, c'est la base. C'est des dizaines de millions de personnes, peut-être, je sais pas, 67 millions de personnes, 60. Et puis, vous avez une rupture avec le sommet. Pardon de ce que je vais vous dire, le sommet auquel vous appartenez aussi, les médias, ceux qui sont sur les écrans de télévision, c'est un tout petit groupe et qui est absolument en rupture avec le reste des Français, qui ne s'y reconnaissent plus et qui ont le sentiment d'être loin. C'est exactement l'histoire des Gilets jaunes. On n'a pas assez réfléchi aux Gilets jaunes, je crois. Les Gilets jaunes, c'est des Français qui avaient le sentiment d'être invisibles, ou qui avaient la certitude d'être invisibles. Et donc, mon idée depuis longtemps, c'est qu'on a tort d'organiser cette coupure. On a tort de dire que c'est deux mondes et que l'un n'est pas en communication avec l'autre. Vous savez la polémique que j'ai eue, parce que un soir, je suis rentré chez moi. À Pau, parce que j'habite là-bas, c'est mon, et que je suis, et donc ça a fait une polémique terrible, comme si il y avait quelque chose d'anormal à être dans la vie normale enraciné. Mais c'est justement pour ça, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, vous voulez faire que les ministres ouvrent des permanences. Vous souhaitez que les ministres aient des permanences à travers le pays, c'est ça? Je veux que les ministres n'oublient pas leur vie d'avant d'être ministre et d'après quand ils ne le seront plus. Et c'est pourquoi j'ai toujours plaidé, j'ai toujours fait, quand j'en avais la possibilité, que la fonction nationale qu'on exerce, eh bien, elle est une antenne sur place pour se faire engueuler quand il faut se faire engueuler, pour avoir les problèmes des gens comme ils sont, comme ils se posent. Alors, toute petite antenne, hein, 2 personnes, 3 personnes, pas plus. Pas une administration, mais vous voyez bien de quoi il s'agit. On vit en France, et c'est, alors probablement c'est un héritage de la monarchie. Quand on était à la cour, alors on n'était plus sur la terre Mais vous-même, vous êtes engueulé parfois par les Palois? Ah, les Palois, ils m'engueulent moins que vous ne croyez. Les Palois, ils savent que j'ai fait le choix de rester avec eux, de ne pas les abandonner, quelles que soient les responsabilités qui me sont confiées. D'abord parce qu'ils savent que je vis là, et c'est pour moi quelque chose que j'abandonnerai pas. Mais justement, puisque vous parlez des connexions, Monsieur le Premier ministre, justement, l'histoire de la TVA pour les micro-entrepreneurs, au moment où il arrive ce dossier
Nous, dans les médias, on se dit attention, bombe politique potentielle. Là, vous êtes obligé de désamorcer, de dire on suspend. Vous suspendez cette histoire de la TVA parce que c'est la France qui travaille, c'est les micro-entrepreneurs. Vous la suspendez, la TVA? Alors, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai pas besoin de vous rappeler. J'ai été nommé à la fin du mois de décembre et il y avait un budget déjà examiné et déjà en grande partie voté. Et on a choisi de partir de ce budget-là parce qu'autrement il fallait attendre avril pour avoir un budget. Et c'était pas raisonnable pour un pays comme le nôtre. Donc on a pris ce budget-là. Et probablement l'analyse n'avait pas été suffisante. Et il y avait des mesures qu'on n'avait pas vues dans le budget, que d'ailleurs, je vous le ferai remarquer, vous êtes des journalistes et certains parmi vos confrères spécialisés, personne n'avait vu. Et donc on a décidé tout de suite de suspendre l'application pour voir ce qu'il en était exactement, si c'était justifié ou pas. Et en effet, les artisans, pour beaucoup d'entre eux, se plaignaient avec virulence parce que leurs concurrents auto-entrepreneurs n'étaient pas soumis aux mêmes règles fiscales qu'eux. Et c'est probablement ce qui avait emporté la décision. Alors on a dit on va suspendre pour regarder ensemble avec les intéressés. Et la méthode qui est la mienne, c'est au fond chaque fois qu'on se trompe, il faut le dire. Et encore une fois, on n'était pas les responsables directs de cette mesure. On suspend, on regarde. Parce que c'est annulé ou c'est parce que suspendre, c'est pas annulé? On va négocier, discuter avec les intéressés eux-mêmes pour voir de quoi il s'agit. Si vous avez, essayons d'être rationnels. Et encore une fois, je suis pas un spécialiste du dossier, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert en même temps que vous. Et que vos confrères spécialisés. Si vous faites un métier que font des artisans et où ils sont obligés de facturer la TVA, il y a une rupture d'égalité entre les métiers. Mais si vous faites, je ne sais pas, du soin à la personne, vous allez à domicile pour faire du soin à la personne en auto-entrepreneur, par exemple, coiffeur auto-entrepreneur, coiffeuse, vous allez coiffer des dames chez elles qui peuvent pas bouger. Là, vous n'avez pas de possibilité de récupérer la TVA. Donc, on va regarder, on va essayer d'être aussi équilibré et juste que possible. Et en associant aussi les artisans, alors. Ah ben, eux-mêmes vont être associés. Tout le monde va être associé. Alors, le budget est passé. Finalement, vous avez réussi là où Michel Barnier avait échoué. Mais il y a d'autres sujets qui arrivent et on voit bien des sujets de polémique, notamment le droit du sol, puisque le ministre garde des Sceaux, Gérald Darmanin, se dit favorable à l'ouverture d'un grand débat public sur le droit du sol sur notre territoire. Est-ce que vous êtes favorable à ce débat public? Moi, je crois que ce débat public est trop étroit et qu'il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que ça donne comme droit? Qu'est-ce que ça impose comme devoir? Qu'est-ce que ça procure comme avantage et en quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale? À quoi croit-on quand on est français? C'est un débat qui, depuis des décennies, depuis, au moins 30 ans, est en fermentation dans la société française. Et j'ai moi-même proposé j'ai proposé depuis déjà 12 ans ou 15 ans que quand il s'agit d'une situation comme Mayotte, ou peut-être à certains égards comme la Guyane, dans laquelle il y a des milliers et des milliers de personnes qui arrivent avec l'idée que s'ils mettent au monde des enfants là, ils seront français. Et tout ça, évidemment, ça mérite d'être reconsidéré. Ça l'a été par un texte qu'on a voté hier soir à l'Assemblée nationale, par exemple. Mais c'est toute la France qui se pose cette question.
qu'est-ce que c'est qu'être français et comment accède-t-on à cette dignité de français? Eh bien, ça mérite. Il y aura un débat national. Il faut attendre la présidentielle. Non, Il faut ce je débat. pense que on peut entrer dans un débat, il faut réfléchir à la manière dont ce débat se développe, est organisé, et il faut le faire, on va pas tout repousser. On disait autrefois, vous savez, repousser au calendes grec, parce que les Grecs n'avaient pas de calendes, qui était une fête du calendrier. D'ailleurs, c'est le même mot, calende et calendrier. Repousser au calendrier grec, ça veut dire qu'on repoussait... Même les débats qui peuvent froisser, polémiquer, il faut les aborder tout de suite. Je vais vous dire, il faut deux choses. Il ne faut rien repousser. En tout cas, la philosophie qui est la mienne, c'est tous les problèmes qu'on identifie, on va les traiter. On va en tout cas les débattre. On va les approfondir. Et il n'y a pas de raison de repousser éternellement. Et deuxièmement, c'est aussi important et au moins, il faut apprendre à débattre, à échanger des convictions ou des arguments sans s'insulter, sans se condamner à la vindicte publique, sans être cloué au pilori, sans être considéré comme des ennemis de la nation. Mais du débat, il est nécessaire, et il faut le conduire, si j'osais, je dirais comme des gens civilisés. Alors on n'est plus tout à fait des gens civilisés, mais s'il y a au moins quelques défenseurs des méthodes de civilisées, ça serait pas mal. D'ailleurs, c'est une ville dans laquelle on a ce genre de courtoisie. Apaisé. Ouais. Monsieur le Premier ministre, il nous reste 2 minutes et je vous remercie d'avoir pris cet instant, cette parenthèse pour les grandes gueules dans votre agenda, mais on va avoir une discussion avec les Palois justement ici sur le service public. 6 Français sur 10 aujourd'hui ne sont pas satisfaits des services publics. Comment est-ce qu'on rend les services publics efficaces, efficients, alors qu'en même temps on doit faire des économies? Eh bien, c'est exactement le travail dans lequel je me lance. Dès l'instant, ça sera mercredi, que tous les budgets de la nation seront adoptés. On a fait adopter le budget de l'État, maintenant il faut faire adopter le budget de la sécurité sociale. C'est au moins aussi important que le budget de l'État en montant et en importance pour la vie des Français. Donc dès cet instant-là, dès le lendemain, dès la semaine suivante, je vais donner la mission à tous les ministres et toutes leurs administrations de partir de la question quelles sont les missions de l'État, de l'État et de la puissance publique. Quelles sont ces missions? Quelle est leur légitimité? Qu'est-ce qui a décidé que c'était l'État? Quels sont leurs objectifs? Et est-ce que ces objectifs sont remplis? Et est-ce que les moyens qu'on leur donne sont bien placés? Pas seulement sont suffisants, mais sont bien placés. Cette refondation en profondeur de l'action de l'État, j'y réfléchis pour ma part depuis longtemps. J'ai cassé les oreilles à beaucoup de ministres ou de premiers ministres sur ce sujet, et on va l'appliquer. On va s'y mettre tout de suite, pas en attendant le budget de l'année prochaine, dans laquelle il n'y a qu'une question, c'est comment on fait des économies ou comment on augmente le budget. Merci, la manière dont les budgets sont conçus ne me va pas. Merci, monsieur le maire de Pau, Premier ministre en direct de Matignon. Merci d'avoir été avec nous. Et merci aussi pour l'accueil de la ville qui nous a aidé à installer ce chapiteau au plein cœur de votre ville. Et on a le brouillard qui se lève et on aperçoit les Pyrénées juste derrière. Merci, monsieur François Bayrou. Merci d'avoir été avec nous. Ainsi, c'est la plus belle ville du monde. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, si l'interview de fin du Premier ministre ou du maire de Pau vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine. Et mettez la cloche pour ne rien rater. À la prochaine.